Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais commencer par me présenter, c'est la moindre des choses. Je m'appelle Carole Oroué, je suis enseignante et chercheuse en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Gustave Eiffel. Et il se trouve que pour commémorer les 100 ans de la disparition de Gustave Eiffel, l'université Gustave Eiffel a lancé un appel à projet. Et j'ai d'emblée eu envie d'y participer en proposant différents événements, et notamment une soirée ciné d'époque en partenariat avec le CNC, c'est-à-dire le Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette vidéo, qui est réalisée par le CIPEN, le Centre d'innovation pédagogique et numérique, va venir en fait éclairer la genèse et la conception de cette soirée. Et cette vidéo va essayer aussi, modestement certes, de vous donner quelques repères sur l'histoire du cinéma muet et sur les recherches en histoire du cinéma. Parce qu'en fait, pour concevoir cette soirée, j'ai d'abord dû mener des recherches pour essayer d'éclairer les relations que Gustave Eiffel avait pu entretenir avec le cinématographe. Et il faut quand même rappeler que quand le cinématographe Lumière voit le jour, en 1895, Gustave Eiffel a 63 ans. J'ai commencé mes recherches en fait dans le fond du musée d'Orsay parce que le fond du musée d'Orsay est extrêmement copieux et il contient des archives non-films et des archives films qui concernent Gustave Eiffel. Alors les archives non-films, elles sont essentiellement constituées par la correspondance que Gustave Eiffel a pu entretenir avec ses parents, avec sa grand-mère, avec sa sœur, avec ses enfants. Et vous voyez, j'ai ici un listing de plusieurs pages qui montre que c'est extrêmement dense. Malheureusement, dans les archives non-films, je suis restée bredouille. Je n'ai rien trouvé sur les goûts cinématographiques de Gustave Eiffel. Je n'ai rien trouvé dans cette correspondance ou dans ses carnets sur ses éventuelles pratiques de spectateurs. Alors j'ai continué mes recherches et dans les archives du musée d'Orsay, il y a aussi ce qu'on appelle des archives films. Et dans ces archives films, il y a notamment un certain nombre de films, donc là aussi j'ai un listing, vous voyez, assez copieux, qui sont des films de famille. Donc on va pouvoir découvrir Gustave Eiffel en famille, avec ses petits-enfants, avec ses filles notamment. Et ça peut peut-être paraître anodin aujourd'hui, mais ça ne l'est absolument pas, qu'un homme qui a 63 ans découvre le cinématographe, qu'un homme qui a 63 ans décide de faire des films de famille, ça n'allait pas de soi à cette époque-là. D'une part parce que le cinématographe était à l'époque relativement méprisé par les personnes de son rang, de sa classe sociale, et d'autre part évidemment parce que ça avait un coût de filmer à l'époque cette famille. Donc ça c'est déjà signifiant sur l'approche d'Eiffel, sur sa manière de concevoir le cinématographe. Et puis, dans ces archives films au musée d'Orsay, on trouve aussi un certain nombre de films sur les constructions qu'il a pu réaliser, des films qui peuvent être des films de fiction, c'est-à-dire que les metteurs en scène ont décidé d'insérer par exemple la Tour Eiffel dans leurs films, mais aussi des documentaires. Donc on trouve ces deux types de films, il y en a également un certain nombre. Majoritairement, ils portent sur la Tour Eiffel, mais on peut en trouver quelques-uns sur le viaduc de Garabit, qui date de 1884, ou sur la reconstruction du pont d'Oise. Donc ça m'a permis quand même d'avancer considérablement dans mes recherches. Et puis j'ai trouvé également en bibliothèque un certain nombre d'éléments assez intéressants, notamment dans l'édition de la correspondance entre Gustave Eiffel et Léon Gaumont. Il y a effectivement une correspondance d'Eiffel avec Gaumont. Alors Léon Gaumont est évidemment l'un des pionniers de l'industrie cinématographique. C'est lui qui a fondé la société Gaumont, que vous connaissez encore aujourd'hui. Quand vous allez dans une salle de cinéma, un film peut être tout à fait produit et distribué par Gaumont. La firme à la Marguerite. Il y a toujours cette fameuse Marguerite qui en fait est un hommage à sa mère qui s'appelait Marguerite. C'est pour ça qu'il a choisi ce logo. Et il y a cette correspondance entre les deux hommes. Alors pourquoi? Quel est le lien? D'autant plus que Gaumont a une trentaine d'années de moins que Eiffel. En fait, le lien, il remonte à leur formation. Ce sont tous deux des barbistes.
Alors je m'explique, ça veut dire qu'ils ont été élèves tous les deux au collège Sainte-Barbe à Paris, dans le 5e arrondissement, sur la montagne Sainte-Geneviève, au pied du Panthéon. Et il se trouve qu'au collège Sainte-Barbe, il y a un esprit d'école qui est très vif et il y a une entraide entre les anciens qui est extrêmement importante. Et en fait, c'est Gustave Eiffel qui va présenter Léon Gaumont à la Banque suisse et française, la Banque suisse et française qui va avoir un impact extrêmement important dans la compagnie Gaumont. Et puis d'autre part, quand Gustave Eiffel est mort, le 27 décembre 1923, il avait un portefeuille d'actions assez conséquent, et dans ce portefeuille d'actions, il avait des actions de la compagnie Gaumont. Et puis peut-être un autre exemple pour vous montrer ce lien, c'est Gaumont qui va présenter Alice Guy à Gustave Eiffel. Alors Alice Guy était la secrétaire de Gaumont et Alice Guy est devenue la première réalisatrice. Alors je devrais plutôt dire metteur en scène parce que lors du début du cinéma, on n'utilise pas encore le terme de réalisatrice, on utilise encore un lexique qui est propre à la littérature. Donc on parle de metteur en scène. Par exemple pour la production, on parle d'édition à l'époque. Donc c'est la première metteur en scène, on dirait aujourd'hui réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et Alice Guy, dans ses mémoires, évoque Gustave Eiffel. Elle dit qu'elle a de lui le meilleur souvenir et que Gustave Eiffel l'a encouragé dans ses velléités et lui a prodigué un certain nombre de conseils. À partir de toutes ces recherches, j'ai essayé de penser la composition du programme de la soirée, ce qui m'a emmené quand même à faire d'autres recherches. Mais j'ai d'emblée dû faire des choix, c'est-à-dire que j'ai choisi de sélectionner pour cette soirée des films qui avaient été tournés entre 1895, donc les débuts du cinématographe, et 1923, la mort de Gustave Eiffel. Ce qui signifie que ce sont des films que Gustave Eiffel a pu voir. Et puis j'ai fait aussi le choix suivant, c'est que je voulais que ces films soient à la fois des films de fiction, donc qui insèrent une construction de Gustave Eiffel, mais aussi des films plus personnels, des films de famille. Donc que ces films aient un lien avec sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et puis, en continuant à avancer, j'ai décidé de faire un autre choix. J'ai décidé que j'allais me focaliser sur la Tour Eiffel. Alors pourquoi la Tour Eiffel? Il y a évidemment de multiples raisons. D'une part, la Tour Eiffel a été construite en 1889 pour l'exposition universelle, pour célébrer le centenaire de la Révolution française, donc c'était un moment important. D'autre part, ça me semblait un choix opportun parce que l'université Gustave Eiffel a choisi un logo qui représente la Tour Eiffel. C'est le designer Gérard Caron qui a décidé de nous montrer la Tour Eiffel vue du dessus avec sa pointe et puis les 4 demi-cercles qui représentent ses pieds. C'était une manière de nous proposer un autre point de vue sur la Tour Eiffel, un point de vue qui sied bien à un établissement supérieur de recherche et d'enseignement innovant comme l'est l'université Gustave Eiffel. J'ai fait aussi ce choix parce que je me suis dit que la Tour Eiffel était quand même très proche de l'université Gustave Eiffel. Là, j'ai regardé, par la route, il y a 30 km qui nous séparent et à vol d'oiseau, 22 km. J'ai fait également ce choix très égoïstement parce que j'adore la Tour Eiffel et que quand on conçoit un événement, il y a une part de subjectivité et j'ai décidé d'assumer cette part de subjectivité. Et puis évidemment, outre toutes ces raisons, il y en a beaucoup d'autres. La Tour Eiffel, c'est une prouesse architecturale qui a été construite en seulement 26 mois, 4 pour les fondations et 22 pour l'élever. La Tour Eiffel, elle était amenée à disparaître, elle ne devait pas rester suite à l'exposition universelle et grâce à une stratégie scientifique assez habile, elle a pu rester là où elle se trouve encore aujourd'hui parce que par exemple Eiffel a décidé d'y placer une station météorologique dès 1889 et puis en 1903 il a intégré la TSF, la télégraphie sans fil, dans la Tour Eiffel, donc ça a été des arguments de poids pour qu'elle reste là. Donc c'est évidemment un monument qui est plein d'audace, qui est plein de modernité. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que c'est une construction qui a beaucoup inspiré les artistes. Alors elle a fait polémique certes au début, mais ensuite elle a beaucoup inspiré les peintres, les poètes et puis également les cinéastes. Donc tout ça
C'était des choix, des sélections qui se sont opérées au fur et à mesure. Mais une fois que j'avais fait ces choix, c'était difficile parce que les films tournés entre 1895 et 1923, il y en a beaucoup qui ont disparu. Ils ont notamment disparu parce que c'était des films qui étaient en pellicule nitrate, très inflammables. Donc il y a évidemment une déperdition. Et là, j'ai continué mes recherches dans la base de films de GP Archives. GP Archives, c'est Gaumont Pathé Archives. Et j'ai été très surprise, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma première requête avec le nom d'Eiffel, j'ai trouvé 982 documents quand même. Alors quand j'ai resserré ma requête entre 1895 et 1923, je suis encore arrivée à 95 documents. J'ai fait la même recherche avec la Tour Eiffel, 939 documents, et même chose, en resserrant ma requête entre 1895 et 1923, je suis arrivée à 86 documents. Donc vous vous en doutez, j'ai visionné des heures et des heures et des heures de films avec grand plaisir pour constituer ce programme. Et puis j'ai dû faire un choix drastique puisque la soirée devait tenir en à peu près 1h30. Alors j'ai décidé de faire des choix qui permettent de proposer une séance hybride, à l'instar du cinéma de cette période. Alors là, je vous dois peut-être quelques explications et je vais essayer de vous donner quelques repères rapidement parce que je ne vais pas vous expliquer l'histoire du cinéma entre 1895 et 1923, mais que vous ayez au moins 2-3 repères. Quand le cinématographe voit le jour, le cinématographe Lumière en 1895 et dans les premières années, on a en fait des films qui s'appellent des vues et qui sont extrêmement courts. Quelques secondes, 50 secondes, voire 1 minute, pas plus. Ces vues, elles sont projetées, non pas dans des salles de cinéma qui n'existent pas encore, mais dans les foires, sur les places des villages, dans les arrière-boutiques des cafés, dans les salles de music-hall. Et le cinématographe est alors un spectacle, un divertissement extrêmement populaire. Et en fait, ce sont les forains qui achètent les pellicules et qui vont les projeter, mais en les usant jusqu'à la corde. C'est-à-dire que parfois la pellicule va se casser, va se déchirer, va se rayer. Ils vont la couper, ils vont la recoller. Et ça veut dire qu'un spectateur qui va voir par exemple un film dans un petit village au fin fond de la Dordogne ne verra pas le même film qu'un spectateur qui le verra par exemple dans une arrière-boutique à Paris. Et puis, on arrive en 1907. Et 1907, c'est une révolution. Alors pourquoi c'est une révolution? Parce qu'en fait, la société Pathé, cette fois, qui est concurrente de Gaumont, la firme au coq, va décider de ne plus vendre les pellicules, les bobines, les vues, mais de les louer. Et là, c'est une révolution qui chamboule tout le monde du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va avoir un cinéma qui va commencer à s'institutionnaliser, c'est-à-dire que les films étant loués, la diffusion va changer. On va commencer à construire des salles de cinéma qui vont être dédiées exclusivement aux projections. Et forcément, ça va aussi jouer sur la manière de faire un film et sur la manière de voir un film. Et je vous donne un exemple. Comme on va avoir ces salles de cinéma qui vont être construites, il va falloir que les films s'allongent pour les spectateurs. Et les films, peu à peu, vont commencer à s'allonger. Je vous donne quelques repères, je vous l'expliquais. Au tout début du cinéma, on avait des films d'à peu près 60 secondes, on va dire. Alors à l'époque, on ne parlait pas en durée, on parlait en mètres. Donc c'est-à-dire 20 mètres pour 60 secondes. À partir de 1909, après la révolution de 1907 et le début de la construction des salles de cinéma, on va avoir des films de 740 mètres, c'est-à-dire 30 minutes. Et vous allez voir, tout s'accélère. 1912, 1500 mètres, 1 heure. Et 1913, 3000 mètres, 2 heures. On est capable de faire des films de 2 heures. Alors, ça ne veut pas dire que les vues, les petits films beaucoup plus courts vont disparaître. Au contraire, et je reviens à ce que je disais initialement, on va avoir des séances hybrides. Parce qu'à partir de là, ce qui va se passer, c'est que lors d'une séance de cinéma, on va avoir le film noyau, le film long, on va dire. Mais ce film long ne va pas faire disparaître les autres films. Et les autres films vont être soit complètement avant, soit avant et après ce film long. Et on va avoir des séances extrêmement longues, d'à peu près 3 heures, avec un entracte, qui vont montrer ces films très variés, un film d'actualité, une vue comique, par exemple un court dessin animé.
Et on va avoir aussi des attractions, des jongleurs, des acrobates, des poètes, et on va avoir de la musique. Tout ça varie en fonction de la richesse de la salle. On peut avoir un simple piano comme on peut avoir un orchestre. Donc on a cette configuration, et dans cette configuration, les spectateurs sont extrêmement actifs. Ils crient, ils réagissent, ils se lèvent, ils sortent, ils mangent, ils boivent. Donc on est certes dans un cinéma qui est muet, mais dans un cinéma qui n'est absolument pas silencieux. Après toutes ces recherches et ces critères de choix, je suis enfin arrivée à un programme final, alors que je vous explique. Pour cette soirée ciné d'époque, il y aura en fait 5 films, je vais les appeler films pour l'instant. Le premier va nous montrer, est une vue très courte des Frères Lumière, qui va nous montrer la Tour Eiffel en 1900. Alors là, il faut quand même que le spectateur ait conscience de la chance qu'il a, et je vous explique un petit peu l'histoire de ce film. En 1900, pour l'exposition universelle, les Frères Lumière décident de filmer dans un format très expérimental la Tour Eiffel. Ce format, c'est le 75 mm. Et leur idée est de construire pour l'exposition universelle de 1900 un écran géant de 720 mètres carrés. Alors pour vous donner un repère, l'écran le plus grand en Europe, c'est l'écran du Grand Rex, et il fait 282 mètres carrés. Donc vous voyez, les Frères Lumière voulaient construire cet écran de 720 mètres carrés. Ce qui était tout à fait faisable, mais le problème c'est qu'il fallait construire un projecteur qui permette la diffusion de ce 75 mm, et là ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, si bien qu'il n'était pas prêt pour l'exposition universelle. Ces films 75 mm ont été projetés uniquement 2 fois depuis 1900, donc depuis plus d'un siècle, et ça sera la 3e fois uniquement que nous aurons l'occasion de les voir depuis 1900 à l'université Gustave Eiffel le 12 décembre. Donc ça sera l'entrée en matière. Ensuite, nous aurons un film assez court, une bande comique qui sera très dans l'esprit des années 10, qui s'appelle La course à la perruque, qui est un film de Georges Atto de 1906, et c'est un film qui est truffé de rebondissements. Et parmi ces rebondissements, il y a une séquence qui va transporter le spectateur devant la Tour Eiffel et à l'intérieur de la Tour Eiffel. Ensuite, nous aurons un film d'Émile Cole de 1910 qui s'appelle Les Beaux-Arts mystérieux. Alors c'est un film plein d'imagination et de poésie, et en fait c'est une petite pépite d'animation image par image. Émile Cole, quand même, je vous dois peut-être quelques explications, c'est le pionnier du film d'animation, et on lui doit le premier dessin animé en 1908, Fantasmagorie. Et là, vous verrez, dans les Beaux-Arts mystérieux, il va nous présenter la Tour Eiffel grâce à des allumettes. Ensuite, nous aurons le film noyau, le film plus long, en l'occurrence Paris qui dort, du réalisateur René Clair. Il a été tourné en 1923, mais il n'a été diffusé qu'à partir de 1925. Il appartient aux collections de la Cinémathèque française, et il a été restauré sous la supervision de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé avec la participation du CNC. Et il sera accompagné d'un enregistrement musical qui a été composé par Carole Beffa, donc qui est compositeur mais qui est aussi un collègue, puisqu'il est musicologue à l'École nationale supérieure PSL. Alors, peut-être pour vous mettre en appétit, Paris qui dort commence de la sorte. Un matin, le gardien de la Tour Eiffel se réveille et découvre que toutes les rues de Paris sont vides. Et puis nous terminerons avec une séquence un peu intime, c'est-à-dire des images de Gustave Eiffel en famille, avec ses filles et ses petits-enfants dans le jardin de Sèvres. Quelques secondes qui là seront silencieuses et assez émouvantes. Alors je vous dois encore une explication, et ça sera un des clous du spectacle. La course à la perruque, donc la bande comique, et les Beaux-Arts mystérieux, le film d'animation, seront accompagnés en direct de la musique originale en création mondiale d'Édouard Delal.
C'est en fait un petit symphonique de la compagnie Les Planches à musique qui interpréteront cet accompagnement, enfin ces deux accompagnements musicaux. Et là, je tiens à remercier évidemment Mathias Spiriglas qui a supervisé cet accompagnement musical. C'est un collègue puisqu'il est enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'université Gustave Eiffel. En ouverture, une chanson sur la Tour Eiffel de 1889 et en fermeture, une autre chanson, une chansonnette comique de 1900. Donc vous le voyez, c'est une séance, une soirée ciné d'époque qui va vous réserver, je l'espère, de belles surprises, qui va vous proposer une expérience spectatorielle assez unique, qui restera, je l'espère, là aussi dans vos esprits. En tout cas, ça sera une soirée originale, une soirée roborative pour célébrer Gustave Eiffel. Donc je vous invite à venir très nombreux le 12 décembre à 19 h à l'université Gustave Eiffel dans l'amphithéâtre Bienvenue. Et pour terminer, j'ai déjà cité le partenariat avec le CNC, mais j'aimerais remercier chaleureusement Béatrice Depastre, grâce à qui cette séance est possible.